Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Jour pour jour, il y a 63 ans, la Guinée votait non au référendum gaulliste du 28 septembre 1958. Dans cette édition, les hommes de culture prennent la parole pour remonter le temps afin de rappeler la portée de cette date historique. Et puis les réactions ne se sont pas fait attendre depuis la publication hier de la charte de la transition. Des acteurs politiques et de la société civile ont tous salué son contenu qui prend en compte les préoccupations des citoyens guinéens. On parlera enfin de cette journée nationale de plaidoyer pour la paix et la cohésion sociale. Les initiateurs veulent ainsi promouvoir la justice sociale pour une Guinée unie et forte. Au terme des travaux, un mémo bréviaire d'aide à la décision a été remis au CNRD. Mesdames et messieurs, bienvenue. Sous l'égide d'un groupe de jeunes leaders avec à leur tête le président Ahmed Sékou Touré, la Guinée a dit non au référendum du 28 septembre 1958. Comme pour célébrer cet acte fondateur qui a ouvert la voie à l'indépendance de la Guinée, ce mardi 28 septembre, le président du CNRD, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a rendu une visite de courtoisie à Aga André Touré, ancienne première dame de la République. Une visite suivie d'un recueillement au stade du 28 septembre. Nous y reviendrons. Et puis, il y a 63 ans donc, la Guinée votait non au référendum gaulliste du 28 septembre, une date inscrite désormais en lettres d'or sur la glorieuse page des États qui ont ouvert la marche vers l'indépendance. 63 ans après ce vote historique, notre pays continue de construire des relations de coopération fructueuses avec la France et toutes les nations du monde éprises de paix et de liberté. Ibrahim Khalid Diakité. Le 28 septembre 1958, les rivières du Sud, qui allait devenir quelques jours plus tard la République de Guinée, fait le choix de l'indépendance. Cette option pour la liberté n'était ni décrétée, encore moins le produit d'un quelconque conditionnement idéologique. Ce choix de la Guinée était plutôt le corollaire de propositions faites par le chef de la métropole. Le général de Gaulle, c'est de lui qu'il s'agit, avait fait à ses compatriotes français la promesse d'un nouveau texte constitutionnel pour poser les fondements de la Ve République. Résistant intrépide et grand visionnaire, le général de Gaulle, dans le même projet, proposait également aux colonies africaines une nouvelle communauté ou l'indépendance. Ainsi, en août 1958, le général de Gaulle entreprend alors sa tournée africaine. Le 25 août, c'est l'étape de Conakry. Le président du conseil de gouvernement de la Guinée française lui dévoile le désir largement partagé de la Guinée de voter non au référendum gaulliste du 28 septembre. Le ton est progressiste, le discours lui-même appelle à l'émancipation, avec des vocables comme dignité, liberté, égalité, justice, souveraineté et indépendance. Ahmed Sékou Touré affirme également que la liberté sera même le prisme ou le canal au travers duquel les États africains s'associeront à la République française et d'autres États pour le développement de leurs valeurs et leurs richesses communes. On peut même dire que sur le moment, Ahmed Sékou Touré n'envisageait pas autrement le destin de la Guinée. Il est exclu, dit-il, dans son allocution, de définir la Guinée sans la France et contre la France. Cependant, en plus du ton et des mots employés, le discours du leader guinéen semble aux antipodes des choix affirmés sur les précédentes étapes de la même tournée, soit une bonne vingtaine de colonies. Le général de Gaulle répond, je cite, « L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole ne s'y opposera pas, mais en tirera des conséquences. » Fin de citation. De cette séquence historique, avec probablement le recul, les témoins avertis ont cru entrevoir un choc des égos plutôt qu'une réelle volonté des deux leaders d'en arriver à une rupture. D'un côté, un général résistant, auréolé de victoires épiques sur le champ de combat et surtout sage car sexagénaire. De l'autre, un jeune syndicaliste, seulement la trentaine révolue, avec la fougue des jeunesses fortement trempées et imprégnées d'idéologie marxiste-léniniste. Plus tard, dans un ultime exercice de justification du choix de la Guinée, le président Ahmed Sékou Touré trouvera même un lien avec l'histoire du pays, c'est-à-dire le passé d'une terre de grands empires, le Soso et le Mandingue notamment, et patrie d'illustres résistants de la trempe d'Alfaya Diallo, Dina Salifou Zogbela Togba ou l'Allemagne Samori Touré. Néanmoins, il aura fallu environ 3 décennies pour voir
la raison d'État prévaloir entre Paris et Conakry. Depuis, les deux États sont animés par la volonté de rattraper le temps perdu, de resserrer les liens et de construire pour l'avenir des œuvres grandioses. Et les dirigeants successifs de la Guinée, tout à leur honneur, ont apporté leur pierre à la consolidation de cet édifice, chacun avec sa vision ou son feeling. Chacun essaie également de préserver, de sauvegarder et surtout d'assumer l'entièreté de cet héritage de la Guinée. Un héritage certes avec ses hauts et ses bas, ses honneurs et ses peines, ses souffrances et ses espérances. Assumer son histoire, c'est, dit-on, la marque des grands hommes, des grandes nations et des grands peuples. Napoléon Ier, empereur de France au XVIIIe siècle, a assumé l'histoire française de plus de 1000 ans à travers sa célèbre formule, citation, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Fin de citation. Le 28 septembre, une date et son histoire. En 1958, la Guinée disait non à la proposition de colonie française. 63 ans après, des historiens et hommes de culture se rappellent. Mikini Moussa Kamara, Fatoumata Kourouma. La Constitution française créant l'Union française fut adoptée en 1946. Les Africains en tirèrent le maximum de profit. Ils ont conquis les libertés fondamentales comme la citoyenneté, la suppression du travail forcé, la création des partis politiques et des syndicats, la liberté de presse et de réunion. On assiste alors à la mobilisation des étudiants, des dirigeants politiques, des syndicalistes pour propager les idées d'indépendance. Pour les colonies, le oui était synonyme d'adhésion au projet de communauté qui devrait être au lendemain de l'adoption de la nouvelle constitution ou de sécession, c'est-à-dire d'indépendance. Et c'est tout que partout, en AOF et en AEF, on vota oui. Seule la Guinée opta pour le non, rompant ainsi avec le système colonial auquel elle était assujettie depuis quelques 60 ans. Face à la pression croissante, la France offre à ses colonies une loi cadre. Elle a permis aux territoires dominés de s'orienter vers une semi-autonomie. Les partis politiques africains s'organisèrent pour faire face à la nouvelle situation. En Guinée, le Parti démocratique de Guinée, PDG, dirigé par Ahmed Sékou Touré, exploite à fond le contenu de la loi cadre. La chefferie traditionnelle fut abolie. Le général de Gaulle, au pouvoir en Hexagone, va donc élaborer dans la foulée la Constitution de 1958 qui modifiait les rapports entre l'empire colonial et les territoires dominés. Un référendum fut organisé. La Guinée a voté non à la Constitution le 28 septembre 1958, un acte qui a valu son indépendance pacifique le 2 octobre de la même année. Avec l'arrivée au pouvoir, en lendemain de son élection du président Valéry Giscard d'Estaing, pour que de nouveaux rapports s'instaurent entre la Guinée, la normalisation qui s'en est suivie a créé une nouvelle ère qui continue de se poursuivre et qui va, je l'espère, se consolider chaque jour un peu plus. Le Parti démocratique de Guinée, PDG, le Bloc africain de Guinée, BAG, et le Parti de regroupement africain, PRA, ont joué un rôle de premier plan dans l'accession du 8e pays africain indépendant à sa souveraineté le 28 septembre 1958. L'initiative a servi de modèle aux autres colonies françaises pour recouvrer leur indépendance à partir de 1960. Sur un autre plan, hier, vous avez suivi avec nous les grandes lignes de la charte de la transition. Son contenu suscite des réactions dans la cité. De la classe politique à la société civile, des acteurs saluent ce acte majeur du CNRD qui tient compte des préoccupations des populations. Alpha Issa Gaba. La charte de la transition est publiée hier soir. Elle va rester en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. Son contenu définit l'organisation et le fonctionnement de l'État durant la période transitoire. Au niveau de la classe politique, la charte est vivement appréciée. Une lueur d'espoir se dessine.
Nous avons suivi avec un grand espoir l'énoncé de la charte de cette période transitoire. Nous avons constaté que tous les grands principes mis de l'avant par la junte à la prise de pouvoir, que la justice soit la boussole, que l'inclusivité soit au rendez-vous, qu'on réconcilie les Guinéens, que la justice soit implémentée véritablement pour que l'impunité finisse, pour qu'on tourne le dos, n'est-ce pas, à la gabégie, au détournement, etc., à la corruption. Tout y est. Et donc ça, c'est un motif d'espoir. Dans la charte, la durée de la transition n'est pas définie. Elle fera l'objet d'une concertation entre le CNRD et les forces vives de la nation. Au dire de certains acteurs de la société civile guinéenne, toutes les préoccupations des citoyens sont prises en compte. Hier, j'ai écouté la lecture d'une charte qui reflète les préoccupations des Guinéens. Le préambule est tellement bien ficelé que chaque Guinéen s'y reconnaissait. Les libertés syndicales, les libertés politiques, les libertés d'entreprise, la liberté de la presse, les droits humains, rien n'a été oublié. C'est vrai qu'on est dans un état d'exception, mais dans cet état d'exception, le CNRD a pensé à tout. Et surtout, ils ont levé tout doute quant à leur volonté de faire une transition neutre. Et sur la durée, ce qui est normal, puisqu'il a dit que la transition sera consensuelle et inclusive et apaisée, je pense que c'est un chronogramme qui va déterminer la date. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Ce qu'il faut faire remarquer d'abord en premier lieu dans cette charte, c'est que nous avons pu faire aujourd'hui avec courage le choix de l'option transitionnelle. Et la charte définit clairement l'option transitionnelle que nous voulons pour notre pays. Cette question, nous l'avons posée et ça va nous permettre aujourd'hui de discuter de toutes les questions importantes de notre pays. On avait à faire le choix entre deux choses, entre deux options essentiellement. C'était l'option classique des transitions ou l'option des réformes. Mais quand vous regardez l'article 2 de la charte qui indique en quelque sorte les missions de cette transition, vous trouverez clairement dedans que les missions importantes qui sont confiées à cette transition et qui sont déclinées en 9 points principaux prennent en compte la refondation de l'État pour nous permettre d'avoir des institutions fortes, des institutions crédibles, des institutions débarrassées de toute connotation partisane et politicienne. Les appréciations sont presque les mêmes au niveau de toutes les composantes de la vie nationale. Autre grande annonce, c'est bien la baisse du prix du carburant de 11 000. Le prix est fixé désormais à 10 000 francs guinéens. La décision donne ainsi du sourire aux citoyens et usagers de la route. Constat, le tronçon revient à son prix habituel, soit 1 500 francs guinéens. Hors de nos frontières, notre pays était fortement représenté aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans sa déclaration, le représentant permanent de la Guinée auprès de l'ONU a invité la communauté internationale à soutenir les nouvelles autorités guinéennes pour une transition inclusive et apaisée. Les détails avec notre envoyé spécial basé à New York, Fatoumata Samoura. New York, le palais de verre de Manhattan. Les dirigeants du monde se succèdent à la tribune. La 76e session ordinaire de l'Assemblée générale se poursuit. Le thème de cette année est connu, construire la résilience par l'espoir, se remettre de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des peuples et revitaliser les Nations unies. La voix de notre pays est portée par l'ambassadeur Ali Djani, représentant permanent de la Guinée auprès de l'ONU. Dans une déclaration officielle, le diplomate guinéen a, au nom de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national pour le rassemblement et le développement, président de la République et chef de l'État, fait écho du plan de riposte à la pandémie de Covid-19 et sollicitait la solidarité internationale pour la réalisation rapide de la vaccination équitable des populations. Après l'apparition du premier cas de Covid-19 le 12 mars 2020, les autorités guinéennes ont élaboré un plan de contingence devenu plan national de préparation et de réponse contre la Covid-19
afin de mieux coordonner et renforcer les interventions et les capacités des services de santé. La mise en œuvre de ce plan de contingence a nécessité des mesures, notamment la poursuite du dépistage et de la vaccination, l'accroissement du nombre de sites de vaccination, la mise en place d'une stratégie de vaccination prioritaire des élèves, étudiants et ménagères et le respect des gestes barrières. Avec l'appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, la République de Guinée, sur fonds propres, s'est efforcée d'améliorer le taux de vaccination. Sur les enjeux mondiaux de paix et sécurité, de revitalisation de l'ONU et du Conseil de sécurité en particulier, du changement climatique, du terrorisme et des inégalités, l'ambassadeur Diané a réitéré la position de la Guinée sur chacune de ces questions qui menacent l'efficacité de la diplomatie multilatérale. Au moment où nous nous apprêtons à réaliser la conférence internationale sur le climat, COP26, prévue à Glasgow en Écosse, mon pays qui assure la présidence du groupe des 77 et la Chine depuis le 18 janvier 2021 est préoccupé par le retard enregistré dans le financement du climat ainsi que le non-respect des engagements pris par les grands pollueurs. En cette qualité de porte-parole de 134 États, notre pays entend pleinement jouer sa partition lors de ce rendez-vous planétaire qui permettra la revue des programmes mondiaux visant à réduire la pollution, à protéger la santé et à promouvoir les plans nationaux de relance économique. Nous profitons de cette tribune pour exprimer notre profonde gratitude à tous les États membres qui ont placé à notre pays leur confiance pour présider cet important groupe dont le rôle est de plus en plus important dans la défense des intérêts des pays en développement. Après avoir exprimé la solidarité de son pays au peuple palestinien, haïtien et cubain, durablement éprouvé, le représentant permanent a expliqué le contexte dans lequel le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre dernier. Le 5 septembre dernier, le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, sous le leadership de son excellent colonel Mamadi Doumbouya, a pris en main les destinées de la République de Guinée. Dès son avènement au pouvoir, le CNRD a réaffirmé son attachement à tous les engagements internationaux de la Guinée en tendant une main franche de collaboration à la communauté internationale. Ainsi, dans le souci ardent de répondre aux légitimes aspirations du peuple de Guinée à la paix et au progrès démocratique, le CNRD a initié depuis le 14 septembre 2021 des concertations nationales devant conduire à une transition inclusive et apaisée pour un retour à l'ordre constitutionnel. D'ores et déjà, le CNRD a pris des mesures allant dans le sens de la décrispation de la situation sociopolitique et économique. Des dispositions ont été prises pour permettre aux partis politiques et à la société civile d'exercer librement leurs activités. Dans cette entreprise historique de refondation nationale, les nouvelles autorités guinéennes sollicitent l'accompagnement de tous les partenaires en vue de faire de la Guinée un véritable état de droit. Un idéal exprimé solennellement devant les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies. Retour en Guinée pour parler de la lutte contre la rage. La journée mondiale a été célébrée ce mardi. Une campagne de vaccination de masse des chiens a été officiellement lancée. La FAO et l'USAID accompagnent les efforts du ministère de l'élevage. Le point avec Djamou Kaba. Parmi les animaux de compagnie, le chien est bel et bien l'un des meilleurs amis de l'homme. Vacciner cet animal contre la rage, c'est pour progresser vers l'éradication de cette maladie infectieuse afin de protéger toute une communauté. À Matoto, ces détenteurs d'animaux sont au rendez-vous de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage, occasion choisie par les décideurs pour sensibiliser et procéder à une séance de vaccination gratuite des chiens. Les services compétents que nous sommes, nous profitons de cette journée pour informer et sensibiliser la population sur la gravité de la rage. Mais on profite également de cette occasion avec les partenaires au développement pour faire une vaccination massive de tous les chiens qui ne sont pas encore vaccinés. Et nous demandons aux propriétaires de chiens, ils nous rejoignent ici, là où on fait le lancement, pour qu'on puisse commencer déjà la vaccination. Et depuis 2016, nous apportons notre appui à différents aspects du contrôle de la rage, tant par rapport à la mise en œuvre du plan de contrôle de la rage d'ici à l'horizon 2030, que nous avons aidé à élaborer avec d'autres partenaires, qu'à la mise à disposition de vaccins antirabiques dans le cadre des actions de riposte. La célébration de cette journée est une opportunité pour attirer l'attention des populations sur les dangers de la rage. Sur le terrain, la campagne va durer un mois et compte toucher
tout le pays. Je profite de la même occasion de demander à la population de se mobiliser et d'envoyer les siens pour les vacciner contre la rage. Nous sommes en train de former des agents du terrain pour qu'ils puissent reconnaître la maladie et l'identifier à temps et informer les ayants droit. Au niveau de chaque district sanitaire, nous avons un centre de traitement des épidémies où le personnel a été formé pour assurer la prise en charge de ces cas. En 2020, plus de 1000 personnes ont été infectées par les morsures de chiens avec 4 décès enregistrés. Ce 28 septembre, comme partout dans le monde, la Guinée a consacré cette journée à la vaccination des animaux de compagnie. Le slogan « Zéro rage d'ici 2030 ». Et puis l'Observatoire des risques professionnels dans les mines et carrières. Il sera bientôt mis en place. Un atelier préparatoire se tient à Conakry. Des délégués de la sécurité sociale de plusieurs institutions prennent part aux travaux. Les précisions avec Maurice Sidibé. En Afrique subsaharienne, 125 000 décès sont enregistrés chaque année suite aux accidents de travail dans les mines et carrières, selon l'Organisation internationale du travail. Pour faire face à cette problématique de sécurité sociale, la mise en place de l'Observatoire des risques professionnels dans les mines et carrières est préconisée. Le choix porté sur la Guinée pour abriter le siège de cet observatoire découle de la volonté des pays membres de l'UARP, interafricaine de la prévention des risques professionnels. C'est donc le lieu de remercier très sincèrement Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour son engagement à soutenir l'administration du travail en général et la Caisse nationale de sécurité sociale en particulier. De nombreuses études récentes ont montré que pour obtenir de réelles avancées dans la prévention des risques professionnels, il est indispensable que les politiques et les mesures de prévention soient accompagnées par un outil d'information et d'aide à la décision. La Caisse nationale de sécurité sociale s'est inscrite dans cette dynamique afin de favoriser le développement d'une culture de prévention et de poser les bases de la prévention durable. Cette rencontre sous-régionale regroupe des délégués venus des institutions de sécurité sociale du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Il est question de réfléchir sur les systèmes d'information sur les risques professionnels dans les mines et carrières dans l'espace UARP. La tenue de cet atelier préparatoire pour la mise en place de l'Observatoire des risques dans les mines et carrières vient consacrer notre politique de régionalisation des secteurs d'activité accidentogènes dans les différents pays selon leur potentiel. Nous avons très tôt compris la nécessité de la réflexion collective sur la recherche de solutions viables et durables pour optimiser les actions et les moyens des structures chargées de prévenir les risques professionnels et promouvoir la santé et sécurité au travail. La mutualisation des efforts et les moyens pour atteindre cet objectif nous interpellent tous. Pour y parvenir, la mise en place d'un système d'information, d'alerte et de prise de décision est nécessaire. L'harmonisation au niveau de nos États des politiques de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une stratégie commune de prévention des risques professionnels à l'échelle africaine ont permis d'aboutir à des résultats satisfaisants. Après cet atelier préparatoire, la Guinée devrait abriter l'Observatoire des risques professionnels dans les mines et carrières à l'image des SIAPRO au Burkina Faso. Je vous le disais en début d'édition, sous l'égide d'un groupe de jeunes leaders avec à leur tête le président Ahmed Sékou Touré, la Guinée a dit non au référendum du 28 septembre 1958. Comme pour célébrer cet acte fondateur qui a ouvert la voie à l'indépendance de la Guinée, ce mardi 28 septembre, le président du CNRD, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a rendu une visite de courtoisie à Aga André Touré, ancienne première dame de la République. Une visite suivie d'un recueillement au stade du 28 septembre. Ansoumane Toumani Kabara.
La date historique du 28 septembre, depuis maintenant 12 ans, détient une double signification dans le parcours du vaillant peuple de Guinée. La première signification est heureuse et confère à la Guinée une place de leader dans l'émancipation des peuples colonisés d'Afrique. Face à la proposition de la puissance colonisatrice, les Guinéens, dans leur majorité, ont voté non à la domination coloniale. 63 ans après ce référendum qui ouvre la voie à l'indépendance, le président de la République, président du CNRD et ses compagnons, par devoir de mémoire, rendent visite à la famille du premier président de la Guinée indépendante, Feu Ahmed Sékou Touré. La délégation est introduite auprès de Hadja André Touré par le chef d'état-major général des armées. Donc, je voulais vous remercier de recevoir de vous les sages conseils, les bénédictions, parce que tout ceci-là, on prend leur date de naissance aujourd'hui, donc ce sont que des petits sages. Donc, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai été la première dame de la République de Guinée. Sur l'objet de leur présence auprès de Hadja André Touré, le président du CNRD, président de la République, respectueux des valeurs de la République, a déclaré: que Dieu nous guide, qu'il nous protège surtout et qu'il nous rassemble et qu'on ait plus la paix dans notre pays, beaucoup plus d'amour, de compréhension surtout et qu'on puisse développer notre pays. Et vraiment merci. Je tenais vraiment à venir vous voir aussi parce que vous avez joué un rôle dans l'histoire de ce pays. Je pense que vous êtes une réalité vivante en Guinée où on peut venir vous voir pour des sages conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très ému par cette visite surprise, l'épouse du premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, a remercié le président colonel Mamadi Doumbouya et sa suite et leur a prodigué d'utiles conseils pour la bonne gestion d'une république. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et j'ai suivi tout ce qui s'est passé à la télé. Je regarde la télé tous les jours. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je fais des prières pour vous, pour nous tous, pour le pays. Que Dieu donne la paix à ce pays-là. Que le pays se développe dans l'harmonie. Que les fils, les enfants de ce pays se donnent la main. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Sachez cela. Même si vous n'étiez pas venu. Mais nous sommes de cœur avec vous et nous faisons toujours des prières. Merci, Hazard. Merci infiniment de la visite. Merci beaucoup. Les souhaits de nos anciens, ils ont toujours dit ça. Que les enfants de ce pays se donnent la main. Sans l'union, on ne peut rien faire. C'est vrai. Parce qu'au moment où on prenait l'indépendance, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais les enfants de ce pays-là, on a eu une chance, le président Sékou Touré communiquait beaucoup. Il faut tout expliquer, le peuple comprend, hein? Mais si tu ne lui expliques pas, il ne comprend pas. C'est vrai. Mais lui, il expliquait tout au peuple. Ce qui fait qu'il était soutenu par le peuple. Et c'est ce qui nous a sauvés. Autrement, il y a eu multiples complots. Et les Français eux-mêmes, ils expliquent aujourd'hui qu'il a échappé à combien de tentatives d'assassinat. Mais le peuple était derrière lui. C'est par la communication. Il faut tout expliquer. Le peuple, il comprend. Hein? Ce petit peuple qu'on voit là, il comprend tout. Mais il faut leur expliquer. S'ils ne comprennent pas. Je repose tous en paix. Je repose tous en paix. Qui veille sur nous aussi. Tous ceux qui sont morts pour ce pays. Je repose tous en paix. Merci vraiment, Jah. C'était un bon soir. Merci beaucoup. Avant cette visite surprise dans la famille de Feu Ahmed Sékou Touré, colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons se sont rendus au stade du 28 septembre pour honorer la mémoire des Guinéens tués le 28 septembre 2009. Pour transmettre ces valeurs de reconnaissance à l'endroit de tous les fils du pays, le président de la République demande à l'équipe féminine de football de se joindre à son équipe pour se recueillir sur la mémoire de ces Guinéens tombés dans ce stade il y a 12 ans.
اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك ورب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, au nom du président Mamadi Doumbouya, nous avons pensé aujourd'hui à ce jour solennel de commémoration du 28 septembre qui représente à la fois le oui pour l'indépendance et le non pour la colonisation. Également la date historique du 28 septembre. Nous avons pensé venir nous recueillir à ce lieu très mythique pour la Guinée qui porte le nom du 28 septembre pour prier à la mémoire de tous les Guinéens que Dieu ait pitié de leur âme, que Dieu protège la Guinée et que Dieu fasse que les Guinéens se donnent la main pour un développement harmonieux de la Guinée. Donc ce sont ces mots de remerciement, de reconnaissance de M. le Président que je tiens à apporter à son nom personnel. Ce recueillement au stade du 28 septembre s'est déroulé en présence de nombreuses familles des victimes venues assister à la cérémonie. Ce journal se poursuit avec cette formation à l'intention des agents de la Société Générale. Ils sont initiés aux premiers gestes de secours, des attitudes à adopter en cas d'urgence sanitaire, notamment l'examen des victimes ou encore la mise en position latérale de sécurité. Komara Moussa. Comment prévenir les secours, protéger une victime en cas d'étouffement, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secouristes? Plusieurs citoyens ignorent encore ces petits gestes qui peuvent sauver des vies. Et dans cette salle, ce groupe de jeunes est en initiation. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller nos collaborateurs Société Générale et des techniques les permettant d'intervenir, de faire les premières interventions en cas d'accident, que ce soit au travail ou durant leur trajet pour venir effectivement au bureau. Dans le milieu du travail, par exemple, le stress est souvent le mal le mieux partagé. Conséquence principale, des détresses respiratoires sont légion. Ici, on partage l'idée de prévenir ces risques plutôt que de les guérir. C'est l'avis de cet expert qui simule des crises d'urgence avec ses stagiaires. Objectif, les initier à utiliser le matériel de secourisme en cas d'immobilisation d'une personne victime de traumatisme ou encore d'incendie d'un bâtiment. Aussi, c'est une formation qui permettra aussi d'utiliser des extincteurs. Connaître d'abord c'est quoi un extincteur, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de début de feu pour lesquels les extincteurs sont appropriés, parce qu'on sait que les pompiers c'est pour les cas d'incendie et tout, et par après pouvoir aider les employés à faire des évacuations. Avec 70 au départ, la formation va concerner 300 stagiaires. Un programme ambitieux qui se fixe le défi d'outiller les employés d'entreprise en technique de prise en charge immédiate des cas d'urgence avant leur admission à l'hôpital. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'au-delà même au sein de notre entité, c'est-à-dire là où nous travaillons, c'est quelque chose qui peut nous servir dans la vie courante. Aujourd'hui, on a eu à pratiquer, à nous donner des notions que nous, on ignorait complètement. Et là, je pense que c'est vraiment une formation très importante, au-delà même de nous les salariés. Aujourd'hui, si nous partons dans nos différentes familles, il va falloir que nous partions